Qui n'ont pas fermé les micros, merci de fermer parce que ça nous indispose un peu. Donc, on va reprendre rapidement. La semaine dernière, nous avions parlé un peu des conditions, le contexte dans lequel l'anthropologie est née et parler un peu de son objet d'étude, mais aussi de parler un peu de la différence entre non seulement les appellations de cette discipline selon les pays, mais aussi des concepts d'anthropologie, d'ethnologie et d'ethnographie. Par rapport à la naissance de l'anthropologie, je pense qu'on devrait retenir essentiellement trois éléments. Notamment, tout commence à partir du XVIIIe siècle avec l'apport des naturalistes. Entendez par naturaliste toute cette en fait, tous ces courants qui avaient pour objectif principal de faire une recherche pour pouvoir montrer s'il existait une espèce humaine ou pas. Et finalement, ils sont arrivés à montrer qu'il existe une espèce humaine, quand bien même il y a des différences entre les peaux, entre les façons de voir les choses. Voilà, donc ça c'était un peu la première dimension ou encore le premier apport contextuel qui a favorisé la naissance de l'anthropologie. Le deuxième, c'était l'apport des philosophes. On a dû souvent même appeler un peu de l'anthropologie philosophique. Et là aussi, c'est quand même, parce qu'à l'époque, il faut aussi se rappeler que tout ce qui était expliqué, c'était expliqué soit par les légendes. On s'est dit, bon, il fut un moment où il y avait ça, où il y avait une reine, où il y avait. Voilà. Donc tout était lié soit à une légende, soit à une mythologie, ou encore on expliquait l'avènement du monde souvent par la religion. Donc les philosophes, quand ils sont venus, non seulement ils ont essayé de trouver des explications logiques par rapport à l'existence de l'humanité, mais aussi du point de vue social, ce qui était très important, c'était de décrire les sociétés et puis essayer de relativiser les cultures. Parce qu'avant, il faut se rappeler que la société occidentale, qui était la société de référence à laquelle toutes les autres sociétés devraient se référer. Donc, de ce point de vue, on a parlé par exemple des travaux de Jean-Jacques Rousseau qui avait essayé d'écrire des documents assez intéressants, notamment l'éducation, l'éducation d'Émile, mais aussi le contrat social qui sont des documents de référence en ce qui concerne les fondements de la discipline anthropologique. Et en dernière position, ce qu'on peut dire en termes de contribution à la naissance de l'anthropologie, c'était bien entendu les travaux des explorateurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une vague à partir du 19e siècle de grands explorateurs qui sont venus, dont certains étaient des colonisateurs. Donc les travaux ou encore les compilations des données de la vie des peuples qu'ils avaient visités a permis à l'anthropologie non seulement d'avoir des matériaux, mais aussi essayer de montrer un peu comment ces gens étaient organisés, quels étaient les liens qu'ils avaient avec les morts et ainsi de suite. Donc, à partir du 19e siècle, l'anthropologie, je disais qu'elle allait naître pour pouvoir étudier l'homme. Ça, c'était un peu le rôle de l'anthropologie sociale, mais l'anthropologie physique, qui était une partie de la paléontologie, essayait aussi de comprendre un peu les différences entre les différentes races. Qu'est-ce qui faisait que nous, en Afrique, il y avait des Noirs, alors qu'en Europe, il devrait y avoir des gens qui sont blancs, et en Asie, des gens qui étaient plus ou moins jeunes. Donc, l'anthropologie physique va aussi essayer de voir un peu, d'investiguer beaucoup l'aspect physique de l'être humain jusqu'à mesurer un peu, voilà, qu'est-ce qui faisait que souvent, est-ce qu'il y a des peuples qui sont paresseux plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des peuples qui sont plus intelligents que d'autres? C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ce débat sur la race continue parce qu'on voit un peu comment les racismes, que ce soit dans le foot, mais aussi au-delà, dans toutes les dimensions de la vie humaine,
systématiquement les racismes persistent. Donc, malgré ces recherches, jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à carrément éliminer ces dimensions-là. Maintenant, en ce qui concerne les concepts ou encore les différentes appellations de l'anthropologie, je vous avais dit qu'en France, c'était au départ le mot surtout ethnologie qui était beaucoup plus consacré à l'étude de l'être, quoi. Voilà, en fait, de l'être humain. Entendez par ethnologie des petits groupes qui se ressemblaient beaucoup, qui existaient dans un territoire très bien déterminé, mais qui avaient beaucoup de ressemblances en leur sein, notamment peut-être en termes de us et des coutumes, en termes peut-être aussi de parler les langages. Donc, c'était cette vocation qu'avait l'ethnologie. Et quand on va en Angleterre, la même discipline s'appelait anthropologie sociale. En Angleterre, parce que les Anglais, comme je vous avais dit la semaine dernière, ce qui les importait beaucoup au départ, c'était plus le système économique que le système politique ou encore le système spirituel des peuples qu'ils avaient colonisés. Donc, du coup, comment, par exemple, comment l'étude du système de parenté pourrait être expliqué dans une contrée très bien déterminée, les systèmes de production de façon à les exploiter au mieux. Et aux États-Unis, on appelait encore anthropologie culturelle parce qu'aux États-Unis, il y avait énormément d'immigrés et il y avait énormément de problèmes de communication entre les différentes cultures. Donc, les anthropologues, si vous voulez, ont essayé de faire des études pour pouvoir comprendre un peu les cultures de toutes ces personnes qui sont venues de différents milieux de façon à ce que la vie soit vivable. Donc, de même, ils sont un peu sortis de leur milieu pour aller, par exemple, dans les Nouvelles-Guinée. On va voir le culturalisme qui vont aussi faire des investigations pour montrer un peu comment toute, toute la dimension, enfin, les dimensions culturelles que nous avons. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Voilà, tout ce que nous avons en termes culturels, ils vont essayer de montrer que ce n'est pas des acquis, mais tout est construit, tout a été construit, y compris même les sexes. Au départ, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'hommes. C'est peut-être à partir du système de division du travail, peut-être que les sexes est né. Quoi, voilà. Sinon, au départ, il n'y avait pas cette conception de femmes et d'hommes. Donc, ils vont essayer de montrer un peu comment culturellement tout a été construit. Maintenant, pour ce qui est de la différence entre ethnologie, ethnographie et anthropologie, ces dernières années, à partir des années 1950, il y a Claude Lévi-Strauss qui est un anthropologue français qui a essayé de travailler sur ces trois concepts et montrer que les trois concepts, si vous voulez, correspondent à trois stades de la recherche anthropologique. Et de son point de vue, il pense que l'ethnographie correspond, si vous voulez, à la phase de terrain et l'ethnographie correspond un peu à la phase de synthèse des premiers travaux que vous avez réalisés sur le terrain. Et l'anthropologie correspond à la phase de la généralisation de votre recherche en termes de comparaison avec des travaux similaires ou encore voilà, des travaux qui ont été menés dans d'autres pays, mais qui portent sur les mêmes thèmes que les thèmes sur lesquels vous avez travaillé. Donc voilà un peu ce que nous avons dit la semaine dernière. Alors, ce soir, rapidement, nous allons parcourir les différents courants anthropologiques. Excusez-moi. On va essayer de parler de quelques courants anthropologiques. C'est aussi important parce que les concepts, les courants, je vais dire,
M'excusez, j'arrive. Ok. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut entendre par courant juste une vision d'un certain nombre d'auteurs qui vont emprunter un chemin pour pouvoir étudier l'homme. Parce que l'objet principal de l'anthropologie, c'est la connaissance de l'homme. Mais en fait, tout le monde ne se prend pas de la même façon. Il y en a qui vont prendre, par exemple, ils pensent que pour pouvoir connaître l'homme, il faut étudier les systèmes de parenté. Il y en a qui pensent que pour pouvoir étudier l'homme, peut-être qu'il faut étudier les techniques que l'homme a. D'autres vont penser que non, pour pouvoir connaître l'homme, peut-être qu'il faut étudier les structures sociales. Donc, si vous voulez, les courants anthropologiques, ce sont les postulats à partir desquels voilà, c'est les postulats à partir desquels les différents auteurs vont essayer de rentrer ou encore les fils conducteurs à partir desquels ils ont accès à leur objet d'étude. Donc, il y a de façon classique, on a à peu près 4 écoles qui sont très bien connues, dont la première est l'évolutionnisme. Dans évolutionnisme, on a le mot évolution. Donc, cette école, elle essaie de concevoir le monde comme les sociétés, comme, euh, 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 comme des processus qui sont évolutifs. C'est-à-dire que toutes les sociétés évoluent d'un point A à un point B. De façon à parce que qu'est-ce qui a amené l'évolutionnisme? Au départ, les sociétés qu'on appelle les sociétés archaïques, des sociétés entre guillemets sauvages ou encore des sociétés qui étaient considérées comme des sociétés attardées, on se disait que ces sociétés se trouvaient à un stade qui avait été dépassé par les sociétés qui étaient considérées comme des sociétés développées. Donc, pour pouvoir se connaître, pour pouvoir mesurer les étapes, les séquences que nous avons, que ces sociétés avaient séparées, elles se sont dites qu'il fallait venir, par exemple, dans les sociétés sauvages pour voir, nous aussi, à un moment, comment nous nous comportions. Et avec quel était, par exemple, à un stade X ou à un stade Y, quels étaient les outils avec lesquels nous travaillons, quel était notre habitat, quel était, voilà, par exemple, du point de vue des relations humaines, comment était le système marital. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est une école qui, quand aujourd'hui on essaie de voir, jusqu'à présent, et même si on ne l'inscrit pas dans le cadre de l'évolutionnisme, vous avez beaucoup de pratiques qui montrent que les sociétés occidentales sont des sociétés de référence à tout point de vue. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, en termes de démocratie, on pense que voilà, il faut se référer carrément aux sociétés occidentales. Les systèmes de gouvernance qui sont des systèmes, vous imaginez un peu une organisation, un État, la façon dont nos États sont organisés sont carrément calqués sur le modèle organisationnel de l'Occident. Même les mariages, dans certains pays, y compris les pays africains, sont carrément calqués sur les systèmes maritaux occidentaux parce que même si dans la pratique les gens sont polygames, même dans les pays comme la Guinée, souvent il est quand même, si vous allez chez l'état civil, vous êtes obligé soit de vous marier sous le régime monogamique. Et on pense que, voilà, à l'époque, il faut le dire, hein,
les trois stades du développement, de l'évolution des sociétés, c'était quoi? C'était d'abord la sauvagerie. La sauvagerie, les gens sont dans la brousse, il n'y a pas de filiation. Voilà, tout le monde vit, il n'y a pas, en fait, tout le monde couche avec tout le monde, les enfants appartiennent à tout le monde. C'était vraiment la promiscuité totale, quoi. Et après, vous avez la barbarie. Voilà. Donc là, les gens sont très violents, ils se font la guerre, il n'y a pas de... Vous voyez. Et après, on va arriver au stade de civilisation. Et si vous lisez un peu la plupart des ouvrages qui ont été écrits dans les années 1980, c'était en ce moment où on parlait beaucoup de civilisation, l'anthologie négro-africaine, on se souvient de ce truc. Donc, qui étaient les civilisés? Les civilisés, c'était des gens qui avaient une vision, c'est des gens qui, sur le plan marital, c'était des gens qui se mariaient sous le régime monogamique, et c'est des gens qui, par exemple, qui se cravataient, qui s'habillaient toujours comme un blanc. Et jusqu'à aujourd'hui, très généralement, en termes de civilisation, en termes de modernité, même si les façons d'appeler cette évolution a changé, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on essaie de calquer nos systèmes de développement carrément sur le modèle occidental. Et tout ce qui ne rentre pas dans les cadres, en fait, voilà, tout ce qui ne se mesure pas en termes de valeurs ou valeurs occidentales ne sont pas assez valorisés. Y compris même aujourd'hui les relations comment on appelle ça, oui, voilà, les relations homo, c'est-à-dire le fait que les hommes, un homme puisse aimer un homme, une femme puisse aimer une femme, ou encore voilà, les avortements, ainsi de suite. Ils sont en train de faire une promotion au nom de la liberté que, bon, il faut laisser les gens s'orienter sexuellement comme ils veulent. Voilà. Donc, l'évolutionnisme, c'est un peu ce courant-là qui pense que les sociétés occidentales se trouvent à un stade très avancé en termes de développement. C'est bien, oui, il faut que s'il vous plaît, il faut fermer votre micro, là, on vous entend. Professeur. Oui. Professeur, alors je voulais poser une question par rapport à votre commentaire sur l'évolution et la civilisation. Oui. Alors, est-ce que, bon, je ne sais pas, est-ce que la civilisation est assimilable à l'évolution? Ou bien on trouve l'évolution dans la civilisation? Parce que si on se met dans les cadres, dans les contextes de ces cours-là, à l'époque, civilisation, oui, ça voulait dire homme moderne, quoi. Ça veut dire civilisation correspond à trois mots. Hein. Ça veut dire développement, ça veut dire modernité ou encore civilisation. C'est la même chose. C'est-à-dire que dans les années 1980, on pensait que les hommes civilisés, c'était des hommes qui avaient une vision politique, c'est-à-dire qui faisaient de la politique. Les hommes civilisés, c'était des gens qui allaient se marier à une seule femme. Les hommes civilisés, c'est quelqu'un qui prenait son café, voilà, sur une table ou qui mangeait avec les fourchettes, et ainsi de suite, quoi. Donc, c'était, si vous voulez, quelqu'un qui avait incorporé dans ses pratiques, c'est-à-dire que tout ce qui était, tout ce que l'homme occidental faisait. Donc, du point de vue individuel, c'est comme ça que l'homme civilisé se comportait. Maintenant, si on transpose ça sur le plan développement, le développement correspondait, si vous voulez, au pays d'accéder au système, par exemple, au système bancaire, ou encore d'avoir des industries, ou encore d'avoir un PIB assez élevé. Ça, c'est un peu sur le plan développement. Maintenant, sur le plan modernité, c'était quoi?
les sociétés civilisées, c'était des sociétés qui étaient assez urbanisées. Les gens vivaient en ville, on avait accès aux services surtout, quoi. Voilà. Donc, et pour se faire comme en Afrique, dans les sociétés attardées, les gens étaient beaucoup en retard. Tous les plans de développement étaient conçus dans ce sens-là. Comment faire pour que nous puissions aider les sociétés attardées à rattraper les sociétés développées. C'est-à-dire que comment on va faire de façon à ce qu'ils ils se marient sous le régime monogamique. Comment faire de façon à ce qu'ils aient des industries de transformation des produits de matières premières, leurs matières premières. Comment faire de façon à ce que leur PIB augmente. Et pour ce faire, on avait essayé de donner un certain nombre de comportements. Vous avez, par exemple, en termes de biographie, il y a un économiste qu'on appelle Rostov, qui a essayé un peu de caractériser comment les sociétés doivent procéder pour pouvoir atteindre voilà, le stade le plus avancé de développement économique. Vous voyez. Donc, développement, civilisation, modernité, pendant cette période-là, c'était carrément, ça voulait dire se comporter comme les Occidentaux, quoi, parce qu'ils étaient considérés comme des sociétés de référence à laquelle toutes les autres sociétés devraient se référer, quoi. Voilà. Si votre pratique, si votre comportement ne cadrait pas avec les comportements de l'Occident, vous n'étiez pas encore considéré comme des gens évolués, comme quelqu'un de civilisé ou encore comme un pays développé. C'est ce que ça voulait dire à l'époque. Voilà. Maintenant, au fur et à mesure... Merci, professeur. Voilà, au fur et à mesure, parce que malgré tout le transfert des technologies, malgré l'implantation des industries, malgré l'urbanisation de nos sociétés, on s'est rendu compte que les sociétés africaines ou les sociétés attardées n'ont pas pu en fait combler le gap qui les... Pourquoi ça marche pas là? C'est pas ça? Je pense que c'est ce qui doit mettre en marche. Vous m'excusez, ingénieur, on a un petit problème technique. Je vais revenir tout l'accompagnement que les sociétés attardées ou encore des pays du tiers-monde avaient bénéficié de leurs référents qui étaient des sociétés occidentales, on s'est rendu compte que ils n'ont pas pu combler les gaps. Donc, le développement, ce n'était pas forcément le transfert des capitaux ou encore le transfert des technologies. Il fallait trouver d'autres trucs. Donc, si vous voulez, je ne sais pas ceux qui suivent un peu les trucs de développement, là, vous allez toujours voir des modèles qui vont venir. Parce qu'à l'époque, c'était développement industriel dans les années 70 à 80. À partir des années 80 à 90, on va mettre humain. On va dire, bon, le développement, ce n'est pas seulement le transfert des capitaux, encore moins des industries, mais le développement, c'est aussi l'être humain. Donc, il faut essayer de voir en termes d'offres peut-être des services d'eau, électricité, peut-être les conditions de vie. Donc, on va mettre le développement humain. Et là encore, après, à partir des années 90, on va se rendre compte que là également, il y avait toujours un poussé, quoi. Les choses n'allaient pas très bien. On va mettre le mot durable, quoi. Donc, développement humain durable. Durabilité, c'était l'aspect de prendre en compte un peu les gens qui allaient venir. On va se développer, mais on ne va pas tout détruire parce qu'il faut que nous garantissons où nous faisons, notre développement ne doit pas mettre en cause tout le péril des gens qui vont venir avec nous. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours dans ce type de développement-là qui est finalement devenu comme une sorte de religion parce que les gens croient au développement, mais concrètement, on ne sait même pas est-ce que ce développement existe. On ne sait même pas. Donc, le développement, souvent, c'est sous forme de religion. Donc, les concepts d'évolutionnisme, c'était un peu ça. Voilà. Au départ, on s'est dit, vous avez un point A et un point B. Et toutes les sociétés qui se trouveraient à un point B sont des sociétés qui ont dépassé, vous voyez un peu, qui ont dépassé les sociétés A. Et les sociétés A doivent se comporter. Qu'est-ce qu'ils doivent faire qu'est-ce qu'elles doivent faire pour atteindre les sociétés qui se trouvent à un point B, quoi. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit la semaine dernière, une des missions, par exemple, de la colonisation, c'était un peu ça, y compris par la force, il fallait amener ces gens à civiliser.
Ils se sont dit, voilà, parce que concrètement, de façon explicite, il fallait nous civiliser, mais de façon implicite, c'était quoi? C'était venir nous chercher nos matières premières. Parce qu'ils n'avaient pas de matières premières, parce qu'ils avaient beaucoup d'industries, mais aussi en termes de débouchés aussi, c'est-à-dire de la main-d'œuvre, mais aussi du marché, quoi. Il fallait partir avec nos matières premières, les transformer et revenir les revendre dans l'économie. Donc, c'était plus ou moins de façon implicite, c'était un peu ça. Mais de façon explicite, on disait que, bon, comme c'est des peuples qui sont beaucoup en retard, on va les aider à se développer. Oui. Professeur. Oui. Je peux, oui. Donc, en parlant de cette évolution ou même civilisation amenée par la colonisation, oui. moi, est-ce que vous ne trouvez pas que cette évolution ou l'évolutionnisme a été plutôt calqué sur l'ambition du colon? Et non, c'est-à-dire, je trouve que cette évolution qu'ils ont voulu nous offrir a été un peu égoïste dans son progrès, quoi. Surtout quand vous avez parlé de durabilité. Quand nous prenons quand même, nous sommes à plus de 100 ans de la colonisation et nous voyons un peu comment les choses sont dans nos États. Et plutôt, je pense que le colon a plutôt été trop égoïste en tirant plus son profit que de jouer sur ce développement durable. Merci. Oui, merci beaucoup. Peut-être que si vous posez des questions, essayez peut-être de vous présenter pour que nous puissions connaître les intervenants. Oui. Donc, merci beaucoup. Docteur Hervé Damédé. Docteur Hervé, d'accord. Oui. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Vous savez, souvent, peut-être que c'est toute cette culture morale ou encore, parce que quand ils sont venus, c'était un peu ça. C'est-à-dire que les premières missions religieuses, là, c'était d'abord nous désarmer en termes un peu d'idées d'émancipation ou encore de prise de conscience. Parce que quand ils sont venus, les premiers missionnaires, leur objectif, c'était quoi? C'était d'amener les gens à accepter les états de pauvreté ou encore l'état de soumission. Et le message, il était très clair. Ils se disent que, bon, le pauvre, celui qui est opprimé, celui qui est pauvre, peut-être qu'il va vivre durement ici, il va pas vivre dans les conditions idoines, mais quand il va mourir, celui-là, il va aller au paradis. Oui. Et puis encore, ils ont même dit, il est plus facile pour un pauvre, pour un riche, il est plus facile de faire passer un chameau dans un trou d'épingle que pour un riche de rentrer au paradis. Donc, je ne sais pas si oui, il y a un pasteur, comment, je ne sais pas trop la hiérarchisation au niveau de l'Église. Il y a un prêtre Bois qui a écrit un livre sur cette société pour montrer un peu comment cette société a été condamnée. D'abord, il pense que d'abord il y a une responsabilité de l'État, de la société elle-même, mais aussi de la religion. Et dans une de ces causes-là, quand il parle de la religion, c'est surtout ces côtés qu'il évoque. C'est-à-dire qu'il essaie de montrer comment la religion va tuer les ambitions de l'entrepreneuriat au niveau de cette société-là. Parce qu'ils se disent que quand on est pauvre, il n'y a pas de problème, on va aller au paradis. Vous voyez? Donc, ce n'est pas la peine d'être riche, ce n'est pas la peine d'être ambitieux, ce n'est pas la peine d'avoir des ambitions, surtout matérielles, parce que le matériel, ça n'a pas de sens dans notre monde. Et du coup, si vous voyez aujourd'hui, peut-être de plus en plus actuellement avec les réseaux, il y a des jeunes bois qui sont en train d'émerger. Sinon, vous allez vous rendre compte que sur le plan entrepreneurial, c'est très rare de les voir. Je pense que c'est vraiment la culture religieuse qui... Maintenant, le côté religieux, le côté étatique, c'est quoi? C'est qu'il y a eu la révolte bois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il y a eu une révolte au moment de la conquête de nos pays là,
et les bois ont dû tuer, je pense, un certain nombre de... En 1916. D'ailleurs, OK. Et cette révolte-là a fait que le plan, il a signé de façon tacite avec l'État malien que plus jamais un bobo ne va être responsabilisé. C'est-à-dire qu'on ne va jamais les confier, on ne va jamais les promouvoir. Bien qu'ils aient des compétences, enfin, c'est ce qu'il a essayé de montrer. Il a pensé que l'État était complice, même si ce n'était pas dit. Peut-être que dans les archives, il est convenu avec l'État malien qu'on ne va jamais les accorder voilà, une poste de responsabilité. Même si aujourd'hui, on a vu avec Didier Dacour, et puis peut-être actuellement le ministre des Finances, je ne sais pas s'il n'est pas ou pas, voilà, qui ont tant bien que mal maintenant qui commencent à sortir. Donc, et maintenant, et même les comportements, il a trouvé que, c'est-à-dire que les jeunes voix même n'étaient pas comme les autres, les ethnies indiennes à Bamako, se trouvaient autour d'une association, parler de leur développement. Ils pensent que chez les jeunes voix aussi, ça n'existe pas. Ils se retrouvaient, c'était juste pour boire et puis voilà, quelqu'un finançait dans un bar, il buvait et puis il partait. Donc, ils pensent que ils sont responsables de leur situation, la religion est responsable, ils pensent que l'État aussi est responsable. C'est un livre, ceux qui sont intéressés, ils peuvent les chercher. Je ne me rappelle pas tellement de son nom. Il donnait cours à l'ICAO, Université catholique de l'Ouest africaine. L'abbé Joseph Tandin Diarra. Voilà, Joseph Tandin Diarra, merci beaucoup. Donc, vous pouvez chercher un peu à lire ce document pour comprendre, enfin, selon lui, et comment il essaie d'expliquer un peu voilà, le retard entre guillemets de cette société-là. Donc, l'évolutionnisme, c'était, si vous voulez, il n'y a pas une question de morale. C'est souvent, même quand vous lisez nos réseaux, c'est un peu ça. Ouais, la France est ceci, la France est cela, les États-Unis. Mais les pays n'ont pas d'amis. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que nous enlevons ça de nos têtes. Il n'y a pas de morale dans la politique. C'est-à-dire que les gens savent ce qu'ils veulent. Nous devons défendre nos intérêts. Voilà. Et quand ils viennent, c'est la même chose. Ils disent qu'ils vont nous aider. Mais c'était la même chose. C'était les mêmes discours à l'époque. À l'époque, ils disent qu'ils vont nous civiliser. Maintenant, comme le mot civilisation ne passe pas, ils vont venir pour dire que bon, les Maliens en crise, on va essayer d'amener des militaires pour nous aider. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est ces concrets-là que nous devrons prendre en compte pour pouvoir voir qu'est-ce que nous pouvons apporter une force en contrepartie pour que nos intérêts soient aussi sauvegardés. Il n'y a pas de morale là-dedans. Voilà. Et sur la colonisation, on ne va pas finir. Hein. Il y a beaucoup qui défendent un peu les côtés négatifs de la colonisation, mais il y en a aussi qui parlent comme des gens comme les Sarko, là. Sarkozy, il pense que bon, voilà, il pense que la colonisation a été un avantage pour les pays africains parce qu'ils nous ont, il y a une école, il y a des infrastructures et tout ce que vous voyez, quand c'est parce que tout ça, c'est grâce à la colonisation. Donc, quand vous lisez, il y a vraiment énormément de décrits sur les bienfaits et sur aussi les côtés négatifs de la civilisation. Mais notre débat, vraiment, c'est juste pour pouvoir vous montrer qu'à l'époque, on était dans l'évolutionnisme. Et l'évolutionnisme, c'est que ce sont les sociétés attardées qui ont servi, si vous voulez, des terreaux, c'est-à-dire des matériaux pour pouvoir comprendre les sociétés occidentales. Mais aujourd'hui, comme on n'est plus à ce stade de civilisation parce que l'homme sauvage en tant que tel n'existe pas, on essaie d'amener de façon très moderne comment continuer toujours à nous desservir, c'est-à-dire avec des concepts fabriqués, avec tout ce que vous voulez, donc voilà, droits de l'homme, liberté, tout ce que vous voulez là, éducation sexuelle complète, voilà. Donc, et puis ils essaient toujours de séduire un peu nos politiques avec des financements, parce que comme on est en manque, donc on amène beaucoup d'argent, c'est séduisant, on va dire, bon, est-ce qu'on va laisser partir l'argent là? Même si le projet va être détourné, on va quand même capter l'argent. Voilà. Et souvent, nos politiques ont des problèmes souvent avec les sociétés parce que ce sont des valeurs que nos sociétés ne partagent pas. On a vu avec l'éducation complète, ça n'a pas passé avec les religieux. Voilà. Parce que dans ce truc-là, il y avait des dimensions, des considérations qui faisaient qu'il fallait tolérer, par exemple, si un garçon aimait un garçon, s'il aimait une fille, tolérer, voilà, il faut tolérer. Quoi. Or, chez nous, c'est des trucs qui ne passent pas du tout. Voilà. Donc, l'évolutionnisme, on est encore en plein là-dedans. Hein, mais
départ, c'était un peu ça. Et un des pères fondateurs de cette école, c'est Morgan, Billy Morgan, qui est un anthropologue américain, qui est aussi un spécialiste dans la sociologie de la famille, parce que lui, c'est lui qui, pour la première fois, a essayé de montrer un peu comment la famille a évolué, de la promiscuité jusqu'au stade de monogamie. Voilà. Parce que le stade le plus développé, c'est la monogamie. Et c'est les sociétés occidentales sont monogames, quoi. Parce que les autres sociétés, jusqu'à présent, les gens se marient à 2, 3. Bon. Voilà. Voilà. Dans la réalité, qu'est-ce qui n'est pas normal? Mais tout le monde est polygame. Et même qui disent qu'ils sont monogames, ils sont pas monogames, ils sont des maîtresses, ils ont des petits bureaux. Ah oui, mais bien sûr. Professeur. Oui. Professeur. Oui. J'ai une question. D'accord, Hervé. Oui. Oui. Donc, comment vous expliquez quand même aujourd'hui, que dans une société polygame, comme la nôtre, où on sait quand même qu'il y a des gens qui signent quand même la polygamie, même s'ils se marient d'une façon occidentale, ils signent la polygamie. Oui. Comment vous pouvez expliquer qu'aujourd'hui, autant de guerres à la prise de la deuxième femme? Vous savez, alors que peut-être la femme sait que dans sa famille, que ce soit son grand-père, son arrière-grand-père était peut-être dans la polygamie, elle est née dans la polygamie. Qu'est-ce qui explique cela? Je pense que la question, c'est de mieux si une femme pouvait répondre. Vous imaginez, vous signez monogamie à polygamie avec votre mari. Ça veut dire que vous savez ce que vous signez. Ça veut dire que le mari, il a la latitude de prendre 2, 3, 4 femmes. Mais le jour où il va vouloir se marier à 2 femmes, pourquoi vous en faites un problème? Est-ce que quelqu'un peut nous dire, enfin, voilà, c'est un peu ça, quoi. Est-ce qu'une femme peut essayer de donner une explication à ça? Merci beaucoup. Voilà. C'est paradoxal que juridiquement, vous savez, la valeur juridique de ce que vous signez. Mais après, bon, je pense que c'est mieux peut-être d'expliquer ça de façon psychologique, quoi. La réalité et la théorie ne sont pas pareilles. C'est comme si vous perdez quelqu'un qui vous est très cher et vous avez un ami qui vient vous consoler, quoi. Et bon, c'est vrai, il va essayer de se mettre à votre place pour essayer de vous consoler, pour essayer... Voilà, c'est une réalité, tout le monde va passer, hein. Mais le jour où vous perdez cet être qui peut être votre épouse, qui peut être votre père, votre maman, personne, je pense, que ne peut vivre cette situation-là telle que vous la vivez. Ça, c'est clair. Et je pense qu'au moment où la femme signait ce document de polygamie, on va se dire, bon, d'accord, tout le monde le signe. Quand je vais dire que je vais l'amener sur le plan monogamique, peut-être c'est le mariage même qui ne va pas aboutir. Maintenant, je vais signer polygamie, mais comment, à l'interne, je vais essayer d'élaborer des stratégies de façon à ce qu'il ne puisse pas prendre une deuxième fois. Je pense que dans sa tête, c'est ce qu'elle va se mettre. Ah d'accord, Hervé, vous entendez? Oui, Bonsoir, professeur. C'est vrai que les hommes promettent de ne pas se marier, mais je pense que vous avez les statuts juridiques quand même. Quand vous signez... Bonsoir. Ah, vous créez ces paroles. Mais je pense que le plus important, c'est les documents, parce que ça, c'est la signature. C'est un peu ça. Je pense que c'est un peu ça. C'est-à-dire que les femmes, elles essaient de se tromper. Enfin, voilà, on se donne je sais pas, des petits alibis. Mais je pense que l'essentiel, en ce moment précis, où elle prend la décision de signer, c'est vraiment il faut se marier, quoi. Maintenant, après, les plans qui vont venir, on va les gérer après. Je pense que c'est un peu ça. Bonsoir, professeur. Ah, bonsoir. Moi, c'est Dr Kone. Mon avis, Dr Kone Cheikh. D'accord, Dr Kone, oui. Oui, mon avis sur cette question est que la femme essaie de gérer les pressions sociales
de son mari en signant la polygamie. Sinon, en réalité, elles n'ont jamais aimé signer la polygamie. Mais pour éviter la pression sociale venant des parents du mari, elles sont contraintes souvent à signer la polygamie. Merci, mon mari. Hervé, tu as entendu? Donc, bonsoir, professeur. Oui, j'ai entendu, mais il va en prendre, hein, Adjara. Bonsoir, professeur. Ah ben ça ne plaît pas beaucoup aux femmes, hein. Les femmes n'aiment pas beaucoup. Bon, on va, ok, c'était une parenthèse, on va évoluer. Donc l'évolutionnisme, c'est un peu tout ça. Maintenant, je pense que une des limites, s'il vous plaît, une des limites, bon, enfin, je pense que, enfin, les femmes le savent, c'est vrai, il y a la pression sociale, mais c'est sûr que, je ne sais pas si, hein? Ouais. Voilà, je vais mettre des stratégies pour qu'il ne parvienne pas, voilà. Ouais. Ok. Ah, vous vouliez signer monogamie, mais elle-même, elle a refusé ce régime-là. Ok. Tout à fait, il y a ça. Tout à fait. C'est ça aussi. Parce qu'elle préfère s'attendre à ça que sur les choses. Oui, un peu. Il paraît qu'il y en a aussi qui veulent signer monogamie, mais les femmes même refusent et qu'elles préfèrent le régime polygamique. Parce que par superstition, les gens se disent qu'il paraît que quand on se marie monogamie, sur le régime monogamique, voilà, je ne sais pas, c'est les diables qui les poussent, mais très généralement, ils finissent toujours par prendre deux. Donc, ça, c'est les femmes bien avisées qui font cela. C'est les femmes bien? Bien avisées. Ah, c'est les femmes bien avisées qui font ça. Quoi. Oui, parce qu'elles ne veulent pas être surprises. Ok. C'est la réalité, quoi. Elle n'aime pas être surprise. D'accord, ok. Donc, on va évoluer. Donc, je disais, les limites de cette école, c'est quoi? C'est que nous sommes tous d'accord que le monde évolue, que les sociétés évoluent. Mais, en fait, les choses n'évoluent pas telles que c'est décrit. Quoi. Les sociétés n'évoluent pas de façon linéaire, de façon continue. Si vous voyez, par exemple, aujourd'hui, Dr Hervé, c'est vrai, souvent, vous êtes très, c'est-à-dire que vous pouvez être carrément dans des attitudes carrément modernes, entre guillemets modernes, si je dis moderne, vous cravatez très bien, mettre en souliers, manger avec des fourchettes, aller dans un grand restaurant. Voilà, vous comportez vraiment. En même temps, il y a des jours où, quand vous allez au village, vous pouvez aussi vous comporter comme le villageois, tel qu'il est, y compris même dans vos attitudes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des attitudes qui vont carrément répondre aux critères d'homme le plus moderne, et en même temps, quand les gens viennent vous rendre visite, ben, vous pouvez vous comporter comme, par exemple, le bamana type. Comment accueillir quelqu'un comme un bamana, les jours du mariage, comment parler, comment recevoir les mariés. Donc, de façon à ce que l'évolution, ça existe, mais l'évolution ne peut pas être linéaire. Quoi. On peut être évolué, mais en même temps, on peut garder voilà, les trucs traditionnels, les trucs qui peuvent être considérés comme arriérés. Et je pense que peut-être qu'un des problèmes de l'Afrique, ça a été ça. C'est qu'à un moment, au nom de la civilisation, au nom du développement, on a fait table rase, on a jeté peut-être un certain nombre de trucs qui peut-être aujourd'hui pouvaient nous aider. Quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment l'inconvénient ou encore les limites de cette école, de ce courant-là. Il y a évolution, mais l'évolution n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'il y a les deux peuvent se retrouver en même temps. Voilà. C'est un peu ça. On a jeté le bébé avec l'eau du bain. Voilà, on ne va pas jeter, voilà, merci. Le bébé avec l'eau du bain. Maintenant, il y a une deuxième école qui ressemble beaucoup à cette première école, qu'on appelle le divisionnisme. Le divisionnisme essaie de concevoir les sociétés comme des foyers culturels. Et ils se disent qu'il y a dans le monde, il y a des grands foyers culturels à partir desquels se diffusent, par exemple, les modèles ou encore
un certain nombre de techniques. Et cette technique, toutes ces techniques ou encore les modèles culturels se diffusent à partir des contacts ou encore des voyages. On est d'accord que souvent, quand vous voyagez, quand vous êtes en contact avec une autre société, vous pouvez prendre, il y a des échanges entre les deux sociétés. Et malheureusement, l'aspect évolutionniste ici, c'est quoi? Parce qu'ils ont pensé que les foyers culturels, à partir desquels se diffusent les modèles culturels, sont aussi les sociétés occidentales. Voilà. Donc, les deux courants se ressemblent beaucoup parce que c'est vrai que les choses peuvent se diffuser et elles se diffusent à partir des sociétés qu'on appelle les sociétés développées. C'est à partir de l'Europe, l'Occident toujours que les techniques se diffusent. Or, vous savez en médecine que ce n'est pas forcément à partir de l'Europe que les choses se sont développées. Souvent, voilà. Ce n'est pas évident. Les mathématiques, ce n'était pas forcément au départ. Pour amener hein? Ah, premier. Ah, deuxième. Merci. Donc, ce courant essaie de montrer un peu comment, à partir des foyers, les techniques et les modèles culturels qui suffisent. Donc, ça, c'est un peu c'est vraiment un courant allemand, hein, Grabner, Frobenius et tout ça. Le troisième courant, c'est le courant fonctionnaliste qui a beaucoup aussi, sur lequel il y a eu énormément d'écrits. Le fonctionnalisme va essayer de faire une sorte d'analogie entre le fonctionnement du corps humain et celui de la société. Vous êtes des médecins, quand on prend aujourd'hui la morphologie humaine, c'est-à-dire quand on prend le corps humain, on sait comment le corps humain fonctionne. Et de la même façon que chaque partie ou chaque organe doit contribuer au fonctionnement humain, je pense qu'au niveau de la société également, chaque structure, chaque unité doit contribuer, doit jouer son rôle pour que la société puisse fonctionner. Et de la même façon que quand une partie du corps est malade, encore un organe est malade, c'est tout le corps qui ressent. Et selon cette école, si une partie de la société est malade, c'est-à-dire que c'est toute la société qui doit rester. Donc, ils pensent que la société est composée de différentes parties et que le fonctionnement de la société, c'est vraiment la contribution de chaque partie pour le fonctionnement de la société. C'est ça un peu le sens du fonctionnalisme. Voilà. Et le dysfonctionnement, c'est-à-dire que c'est quand une partie de la société ne fonctionne pas. Par exemple, on a aujourd'hui des institutions qui sont religieuses, on a l'Assemblée, on a l'Église. C'est-à-dire que voilà, c'est un peu tout ça. Chaque partie va essayer de jouer son rôle pour que la société fonctionne. Si au niveau religieux, c'est-à-dire qu'ils ont le rôle de solidarité entre les membres de cette confrérie, c'est-à-dire qu'elle ne marche pas, c'est que cette société va tomber malade. Ou encore l'école. L'école, très généralement, c'est vraiment un lieu d'apprentissage, de partage de connaissances, mais aussi un lieu où on intègre les gens. Vous vous rappelez, quand vous partiez à l'école, peut-être que vous connaissiez, avant d'aller à l'école, vous connaissiez seulement les garçons ou les filles de votre village. Mais quand vous allez à l'école, vous allez vous rendre compte que vous connaissez beaucoup d'élèves, des camarades qui viennent d'autres villages. Et quand vous quittez votre village pour aller au niveau cercle, au niveau région, quand vous venez à Bamako, vous voyez un peu comment l'école, en plus de connaissances, peut intégrer. Et ça, c'est là que maintenant, on va se poser le problème d'insuffisance de cette école-là. Parce que une partie peut jouer différents rôles. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, l'école, comme je vous l'ai dit, le rôle primaire de l'école, c'est vraiment donner des compétences à un élève, à un individu pour que demain, il puisse exercer une fonction. Mais au-delà, tout le monde sait que l'école intègre. Mais l'école peut, dans le cas du Mali, par exemple, on a vu, ça peut aussi être un lieu de violence. On a vu avec l'AEM comment l'école peut aussi créer, c'est-à-dire que des parents, des grands chemins. Ça, c'est les côtés pervertis, c'est-à-dire c'est des côtés
qu'on appelle, comment on appelle ça encore, les effets pervers. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose par rapport à un but très bien déterminé, mais à la fin, vous allez aboutir à un résultat qui n'était pas voulu. En sociologie, on appelle ça effet pervers. Et chez vous, en santé publique, on appelle les effets collatéraux. Voilà, c'est un peu les effets collatéraux. Voilà. Donc, ça peut faire tout ça. Et il y a un sociologue américain du nom de... c'est qui encore? C'est qui là? C'est celui qui a beaucoup développé cet aspect pour montrer que le fonctionnalisme, c'est-à-dire que le fonctionnalisme absolu a des limites, quoi. Et un organe peut jouer différents rôles. Par exemple, je prends, vous, c'est votre nom? Docteur Bagayoko. Vous imaginez, je prends Docteur Bagayoko, il est médecin, il est avec un véhicule, il prend son véhicule, il va aller manger à Amandine. Tout le monde sait qu'Amandine, c'est un restaurant, c'est pas n'importe qui va aller déjeuner là-bas. S'il va aller manger là-bas, vous imaginez, moi, je suis peut-être un ouvrier, je suis maçon. À midi, moi aussi, je prends mes 500, je vais aller dans une gargote, je mange. L'objectif principal pour nous deux, c'est quoi? C'est que nous avions tous faim. On voulait satisfaire un peu ces besoins-là en mangeant. Mais la façon dont nous mangeons, les liens de fréquentation vont faire que, au-delà du manger, c'est que vous voulez montrer un peu votre statut. Vous voyez un peu? Voilà. C'est-à-dire qu'en allant manger au relax ou dans un restaurant de votre standing, au-delà du fait d'aller manger, c'est que vous montrez également votre statut. Que vous avez les moyens, que vous n'êtes pas n'importe qui. Ouais. Donc, c'est vrai, la fonction qui consiste à manger pour satisfaire à son besoin de faim là, c'est-à-dire que ce n'est pas, quand on essaie de voir nos comportements, ce ne sont pas les mêmes. On peut revendiquer, voilà, on peut montrer où tout est à travers. Donc, c'est ce que le sociologue a essayé de montrer, pour dire que c'est vrai, dans une société, une partie peut jouer une fonction, mais une partie peut jouer double fonction. On peut ne même pas jouer, c'est-à-dire qu'on peut jouer le rôle contraire même dans le cadre de l'école, je vous ai montré un peu comment ça peut jouer le rôle contraire. Donc, le fonctionnalisme, fondamentalement, ce que vous devrez comprendre, c'est vraiment faire une analogie entre le fonctionnement du corps humain et le fonctionnement de la société. Et que pour que la société puisse fonctionner, il faut que chaque partie contribue, chaque partie joue son rôle pour que la société puisse fonctionner. Voilà. Et le dernier courant qui est très intéressant, c'est un peu le courant culturaliste américain qui essaie de montrer que tout est construit, c'est-à-dire que rien n'est donné d'avance. Tout ce que nous voyons dans la société, c'est construit, c'est vraiment le fruit d'une culture. Voilà. Et c'est un peu ça. Voilà. Chaque culture est spécifique, constitue une totalité singulière. Pour ce faire, l'anthropologie doit désormais étudier cette singularité. L'anthropologie, quand elle va dans une société, elle doit étudier la culture à l'époque. D'ailleurs, cela a valu beaucoup plus à l'époque de vouloir en anthropologie une science de la culture. C'est vrai qu'aujourd'hui, étudier quelqu'un, comme je l'ai dit la fois dernière, sur la base culturelle, c'est un peu insuffisant. Sinon, dans les années 80, ça a commencé dans les années 30 aux années 80, c'était vraiment le culturalisme qui était beaucoup à la vogue. Et malheureusement, jusqu'à présent, il y a beaucoup d'écoles d'anthropologie, surtout en Afrique, qui accordent beaucoup d'importance à la culture, ou qui essaient même de confondre l'anthropologue à l'homme de culture. L'anthropologue, c'est plus qu'un peu un homme de culture. C'est vrai, la culture, elle vaut, mais aujourd'hui, il faut aller au-delà de la culture. Peut-être qu'il faut aller interroger la culture individuelle de tout un chacun, au-delà de notre culture de base qu'on a reçue, mais qu'est-ce qu'on a pu gagner en termes de trajectoire de vie qui va faire qu'on agit différemment que quelqu'un qui est membre de notre communauté. C'est tout ça qu'il faut voir. Voilà. Donc, voilà un peu
les quatre courants, courants anthropologiques dont je voulais vous parler. Voilà. S'il y a des questions par rapport à ça, sinon on va passer voilà, à une autre chose. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous dire? Okay, c'est pas ça. Professeur, oui. Moi j'ai une question. Ok, allez-y. Alors, à propos du culturalisme, okay. Moi j'aimerais vous demander oui. Pourquoi, qu'est-ce qui explique que certaines personnes sont plus faciles à être transformées culturellement, c'est-à-dire ils perdent très vite leurs valeurs culturelles en contact d'une autre civilisation ou bien d'une autre culture. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Oui, mais d'abord, souvent, c'est l'environnement et puis c'est l'ouverture de cette culture, de cette société à d'autres cultures. Par exemple, cette année, moi, j'ai fait une étude récemment sur les maladies tropicales négligées. C'était un projet mondial et ça concernait les districts frontaliers du Mali. Et l'étude, je l'ai réalisée au niveau de 5 districts sanitaires, notamment. Il y avait Kuchala, il y avait Tomian, il y avait Kadjolo, il y avait Koro et les districts sanitaires dans son groupe. Alors, lors de mes études, je me suis rendu compte qu'il y avait deux sites qui sortaient, dont le comportement sortait carrément du grand lot, quoi. Notamment le Kuchala ville, et puis aussi le village de Pel, dans le district sanitaire de Koro. Alors, par contre, il y avait des zones qui étaient très difficiles, notamment la zone de Kadjolo. Par exemple, je vous donne des chiffres, comme vous aimez beaucoup les chiffres. En termes d'intervention chirurgicale concernant les hydrocèles, à Kuchala, on était à 181 cas opérés. Et à Kadjolo, pendant les mêmes temps, on avait 0. Ce n'est pas qu'à Kadjolo, il n'y en avait pas, mais d'après les médecins chefs, c'est que c'est une société qui est assez renfermée et que pour que les gens puissent aller, il fallait d'abord un premier cas. C'est-à-dire que et tout le monde attendait le premier cas. Tout le monde attendait qui allait partir le premier. Voilà, vous voyez un peu quoi, pour que les gens suivent. Et ce premier cas, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu. Ils ont fait les messages au niveau des chefs de village et tout ça. Par contre, à Kuchala, quand vous essayez de voir Kuchala, c'est quand même l'alphabétisation a commencé depuis les années 1978 avec la CMDT. Donc, il y a eu énormément de messages de sensibilisation et ils sont très ouverts, c'est un carrefour. Donc, du coup, quand les messages viennent, les gens, non seulement ils ont la culture des messages, mais ils sont aussi très ouverts aux nouveautés parce que ça a permis à la société de s'ouvrir et de se développer. Quand je prends le cas de Pel, c'est une zone carrément chrétienne et aussi les messages de la religion passaient également beaucoup au niveau de Pel. Donc, du coup, toutes les femmes que nous avons interrogées là-bas, elles étaient non seulement alphabétisées, mais elles appliquaient à la lettre toutes les recommandations ou tous les protocoles qu'on les demandait de faire. Et ça, c'est parce que c'est des gens qui étaient toujours ouverts et qui ont eu une culture également de communication par rapport au message. Dans les autres cas, ce n'était pas pareil. Vous voyez. Donc, pour un peu revenir à votre question, j'allais dire que la permissivité d'une société ou encore l'ouverture d'une société dépend du contact. C'est-à-dire que cette société a avec les autres. Voilà. C'est un peu ça. Sinon, très généralement, quand vous prenez la zone de Kuchala, c'est les Nyankala. Les Nyankas, c'est quand même des conservateurs.
Mais quand vous allez voir les comportements des gens de Kuchalabille, peut-être que ce n'est pas pareil quand vous allez dans le Biankala vrai, quoi. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas beaucoup plus lié à une ethnie, mais je pense que c'est lié à un milieu par rapport, c'est-à-dire à son ouverture avec le monde externe. Si une société, si une société existe et qu'elle est ouverte, elle se trouve au carrefour de beaucoup de contacts, cette société, les membres de cette société ont beaucoup plus de chance de s'ouvrir, de ne pas se méfier aux autres qu'une société qui est souvent seule et qui n'est pas beaucoup en contact avec les autres. Voilà. Et souvent, à tort ou à raison, on dit que bon, voilà, les Dogons, ils sont un peu, ils sont très conservateurs, les Miangas, ils sont conservateurs, les Sunufus, ils sont conservateurs. Et là, c'est lié à notre comportement, même en termes de mariage. Rarement, si ce n'est pas actuellement, même actuellement, vous voyez que 80 à 90% des Dogons sont mariés aux Dogons. Voilà. Il se méfient des autres parce qu'en fait, ils n'ont jamais été ouverts. Si le jour où 50% peut-être des Dogons vont se marier aux Dogons, vous allez vous rendre compte que les Dogons ne seront pas comme ça. Voilà. Ils ont peur de l'extérieur parce que ils ont des clichés du monde externe ou encore des autres ethnies qui font qu'ils se méfient. Alors que quand on prend l'habitude à s'ouvrir aux autres, on voit l'importance qu'on va gagner. C'est vrai, on va en perdre des trucs, mais je pense qu'en se métissant, on va davantage en gagner. Et ces jours, peut-être que les gens vont commencer à gagner. Donc, Hervé, pour vous répondre, c'est pour dire que c'est des sociétés qui sont assez fermées, qui font que, voilà, elles n'ont pas l'habitude, elles ne s'ouvrent pas. Et même si, moi, en tant que Dogon, c'est-à-dire que je viens à Bamako, c'est-à-dire que si tous mes amis sont Dogon, et si ma femme est Dogon, le milieu que je fréquente est Dogon, il va dire que je ne veux pas savoir l'importance, voilà, qu'est-ce que je peux gagner avec un pull, qu'est-ce que je peux gagner avec un sorail, qu'est-ce que je peux gagner en moins une amitié avec, par exemple, d'autres ethnies. Voilà. C'est un peu ça, quoi. Donc, ce n'est pas le changement de milieu, mais je pense que c'est juste une question d'ouverture, de contact, quoi. Et quand vous vous ouvrez, vous allez vous rendre compte que vous gagnez toujours pas. Même si vous en perdez, vous gagnez toujours davantage que vous perdez, je pense. Merci, professeur. C'est bon, on peut voler. Ouais. Oui, c'est bon. D'accord, on peut voler. Alors, là, c'est des trucs très simples. Maladie du médecin et maladie du malade. C'est vraiment, c'est très simple. Mais au-delà de cette simplicité, c'est juste pour vous montrer un peu comment l'anthropologie médicale, ou encore appelée l'anthropologie de la santé, elle est née, quoi. C'est surtout une culture anglo-saxonne, et vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure, peut-être au cours de ces cours-là, vous allez vous rendre compte comment la langue française est pauvre et elle n'était pas encore préparée, bien sûr, à faire des études dans le cadre de l'anthropologie de la santé. Moi, je peux que l'arabe. Merci. Voilà. Donc, on va essayer de partir vraiment de la conception carrément médicale de la sauge. J'ai l'habitude de beaucoup de lors des soutenances. À la fin, vous allez jurer sur, comment on appelle, Hippocrate. Comment vous appelez ça, consacré, le serment. Voilà, vous allez prononcer le serment d'Hippocrate. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est très important. Et quand on essaie de voir l'histoire de la médecine, c'est vraiment, elle s'est construite carrément sur tout ce qui était non seulement de religieux, qui n'était pas assez scientifique, mais aussi tout ce qu'on ne pouvait pas démontrer. C'est-à-dire que la médecine s'est développée autour de quelque chose qui était objectivé, quelque chose qu'on pouvait prouver, quelque chose qu'on pouvait vraiment démontrer. Donc, lors des consultations dans le cadre de la médecine, très généralement, vous avez un médecin qui a une connaissance, qui a des outils, et en face, vous avez quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'être aidé par ces médecins,
bien sûr, dispose les outils qu'il faut pour l'aider. Et le rôle de la médecine, en tout temps et en tout lieu, jusqu'à aujourd'hui, est de concilier les compétences techniques et la compassion. C'est vrai, vous guérissez, vous réparez les organes qui ne fonctionnent pas bien, mais en même temps, on demande que le médecin soit empathique, c'est-à-dire qu'il essaie de partager cette anxiété du malade, de l'assurer, de l'accompagner sur le plan aussi moral. Alors, on va essayer de prendre quelques exemples pour montrer comment, selon les cas, la maladie peut varier, quoi. Et là, on va vraiment être au cœur de notre cours. On va voir une première consultation. Cette consultation, elle concerne Moussa, qui a 35 ans. Il arrive dans votre cabinet, on suppose que vous êtes médecin. Donc, Moussa arrive dans votre cabinet et d'emblée vous parle de la tension nerveuse qu'il a dû soutenir durant les derniers mois où son entreprise était au bord du dépôt des bilans. Donc, Moussa arrive chez vous. Il a une tension très élevée et à côté, ces temps-ci, ça n'a pas été très bien pour son entreprise, donc il est même au bord de la faillite, quoi. Il se plaint d'être très fatigué, d'avoir des malaises, les cœurs qui palpitent, il a des migraines. Et il vous demande de vérifier sa tension. En parlant avec lui, vous apprenez qu'il a dans son entourage une personne hospitalisée pour accident vasculaire, donc conséquence d'hypertension. Donc, voyez un peu comment ça se passe. Alors, ce monsieur se sentait et se disait donc malade. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a fait la démarche de se trouver dans votre cabinet. Vous prenez la tension, elle est normale, vous l'examinez, tout va bien. Vous les rassurez sur sa tension et sur l'état de son cœur et lui prescrivez du magnésium pour le remonter. Donc, vous avez contrôlé, tout va bien, il n'y a vraiment aucun dysfonctionnement. Le cœur va bien, tout est normal. Et vous lui demandez de revenir vous voir dans 20 mois. Donc, lui se sentait vraiment malade, vous avez vérifié, il n'y a aucun problème. On a un deuxième cas, Youssouf, il a 40 ans, il est cadre d'entreprise et il a aussi beaucoup de succursales à l'étranger. Il est un ancien sportif et il est parti depuis 2 ans à l'étranger. Il revient dans sa ville et vous consulte pour une visite médicale nécessaire à la délivrance du certificat d'aptitude au sport demandé par le club de plongée. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui veut compétir. Il était un ancien sportif, mais il y a 2 ans qu'il était à l'étranger. Maintenant, il est venu voir qu'il puisse établir un certificat médical pour qu'il puisse concourir à une compétition certainement de natation. Et très sportif, il se sent parfaitement bien. Lui, il se sent bien, il ne sent pas de problème. Donc, vous le prenez la tension, celle-ci s'avère anormalement très élevée. Quand vous avez pris la tension, vous avez trouvé que sa tension est élevée. Et d'ailleurs, il y a même des soupçons d'hypertension, hypertension asymptomatique. Vous ne pouvez pas délivrer ces certificats, ces stades-là. Donc, vous lui demandez de revenir dans 15 jours. Dans 15 jours, il revient et rien n'a changé. Il en est de même après 15 jours de plus. Donc, dans 1 mois après, sa tension est toujours élevée. Là, vous l'envoyez faire des examens nécessaires en l'avertissant qu'il faudra prendre un médicament si sa tension ne redescend pas. OK? Maintenant, Youssouf est rentré dans votre cabinet en parfait état. Youssouf en sort malade. Donc, à 40 ans, il prend des comprimés tous les jours qui, de plus, il est interdit encore de plonger. Donc, il se sentait bien, il est rentré chez vous pour juste une visite de routine, peut-être, puis à la fin, avoir son certificat pour participer à cette compétition. Mais après, voilà. Non seulement il ne va pas pouvoir participer, parce qu'il n'aura pas son certificat, mais apparemment, il est aussi malade et il doit prendre peut-être des médicaments durant toute sa vie. On continue avec une troisième consultation. Ça concerne Bintou. Bintou, c'est une fille qui a 35 ans, elle est hôtesse d'accueil à l'aéroport et elle arrive avec une poussée d'herpès très douloureuse qui la défigure. C'est très visible ça.
Donc, vous apprenez au cours de l'entretien que l'aéroport va recevoir la visite d'un audit dans lequel il ne se trouve rien moins que son ancien superviseur hiérarchique. Avant que celui-ci ne soit appelé à des plus hautes fonctions, un conflit les avait opposés sur le présumé embonpoint que Bintu devait faire. Donc, aux yeux de ses supérieurs, pour comprendre, pour correspondre à l'aspect requis par sa fonction. Donc, aujourd'hui, elle est malade, mais normalement, elle devrait recevoir la visite d'un ancien de ses chefs. Et pour son chef, d'ailleurs, elle était un peu grosse, elle devrait normalement maigrir pour correspondre un peu au profil de cet emploi. C'est un peu compliqué pour elle. Les conflits qu'il avait fait perdre le sommet à Bintu, c'était soldé par le départ de celui-ci. Donc, elle a eu la chance par le fait qu'à l'époque, le monsieur soit parti. Donc, vous lui prescrivez des médicaments. Comme elle est malade, elle est venue vous voir dans votre cabinet, vous lui prescrivez des médicaments parce qu'elle a des poussées d'herpès qui sont des boutons qui sont bien visibles. Et vous lui faites un arrêt de travail de 8 jours. Donc, elle est tranquille. Alors, donc, on a vu un peu, si vous voulez, les trois cas. On a, dans un premier temps, Moussa qui a 45 ans, qui, selon lui, voilà, il est malade, il avait tout. Après, les médecins, vous avez consulté, vous avez trouvé qu'il n'a rien, tout est normal. Donc, vous l'avez juste donné du magnésium. Par contre, Issouf, lui, il se sentait parfaitement bien. Il vient vous voir, vous contrôlez sa tension artérielle et vous trouvez que c'est vraiment anormal. Un mois, vous l'avez suivi, durant ces 1 mois, il peut rester constant. Donc, vous pensez qu'il fait une hypertension, donc voilà, il doit peut-être prendre des traitements cardiaques. Le troisième malade, c'est Bintu, qui a des visages carrément défigurés, tout le monde le voit, mais aussi elle est malade. Okay? Donc, c'est un peu ces trois cas. Les mots maladie, donc des significations différentes. Donc, pour tous ces trucs, si c'est en français, on va dire tous ces gens-là sont malades. Mais on va dire que c'est des mots qu'on va essayer d'utiliser de façon différente. Quand on prend le premier cas, par exemple, la maladie, ça peut être, dans un premier cas, un état de mal-être que ressent une personne et qu'elle identifie comme le relevant de la médecine, donc une maladie, sans que nécessairement le médecin puisse faire correspondre à ces mal un diagnostic de maladie ou encore moins ne puisse le mettre en relation avec des perturbations biologiques mesurables. Donc, une maladie, ça peut être un état psychosomatique, c'est-à-dire qu'une personne peut se sentir très malade, mais quand vous, en tant que médecin, vous consultez la personne, vous ne voyez aucun dysfonctionnement de son corps. Tous les organes sont normaux, il n'y a aucun problème. Pourtant, la personne se sent malade. Ça peut être ça. Donc, dans ces cas, la maladie du point de vue du malade ne correspond pas à une quelconque maladie du point de vue du médecin. Donc, la personne se sent malade, mais pour le médecin, cela ne correspond vraiment pas à un cas de maladie. Inversement, dans le second cas, la mesure de la tension fait apparaître un chiffre anormal. La personne est malade du point de vue du médecin, mais ne se sent pas du tout malade de son point de vue. Donc, dans le deuxième cas, la personne se sent en forme, pour la personne, tout va bien, mais selon le médecin, en fonction de ces paramètres, parce qu'il a vu que la tension artérielle est très anormalement élevée, et pour lui, cette personne est malade. Donc ici, on a un cas de maladie du point de vue du médecin. Maintenant, dans le troisième cas, on a la malade vient avec une plaque très douloureuse et des boutons sur la figure, que le médecin diagnostique comme poussée d'herpès, et la maladie du malade va correspondre à une maladie pour le médecin. Donc, pour la troisième, pour Bintu, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle est défigurée, elle a des boutons, et effectivement, les médecins constatent qu'elle est malade. Donc, dans ces deux derniers cas, c'est-à-dire que quand on voit pour le cas de Youssouf et pour le cas de Bintu, nous voyons bien qu'il intervient autre chose. C'est-à-dire qu'être reconnu comme malade par les médecins va faire entrer les personnes dans un processus qu'elles ne veulent pas. Pour Youssouf, c'est-à-dire qu'il est malade, les médecins veulent lui soumettre à un traitement, mais pour lui, il n'est pas malade, donc lui, il n'aime pas ça.
Par contre, pour Bintou, ça l'arrange parce que quand elle va avoir 8 jours de repos, c'est-à-dire 8 jours de traitement, ça va l'éviter de rencontrer son ancien chef, c'est-à-dire qui peut-être va lui faire encore des reproches. Donc, le fait de tomber malade, le fait d'être malade, d'être considéré comme malade, va faire que vous allez rentrer dans un processus, soit qui vous arrange, ou souvent qui ne vous arrange pas. Voilà, dans la société. Donc, nous avons défini 3 sens de la maladie, mais en français, c'est-à-dire qu'on a un seul mot, maladie. OK? Maintenant, on va essayer de voir en anglais. En anglais, on a 3 mots pour pouvoir désigner tous ces trucs-là qui sont carrément différents. Et d'ailleurs, l'anthropologie de la santé, c'est vraiment à l'intersection de ces 3 concepts-là. Vous avez les diseases, vous avez les illness et vous avez les sickness. Donc, comme je vous ai dit, le monde médical, c'est vraiment une série d'études dont les soignants ne mesurent pas toujours la portée, simplement parce que le monde médical privilégie les découvertes détachées de leur contexte. C'est-à-dire que quand les médecins consultent un malade, pour lui, le plus important, c'est un diagnostic. Est-ce que le cœur bat normalement? Est-ce que la respiration est normale? Est-ce que le rein est normal? Voilà, on fait des radios, on fait des échographies, on fait des examens biologiques, et puis on essaie de voir à l'état normal comment, à l'état anormal comment. Mais on ne sait jamais de se dire, bon, est-ce qu'elle est pour le malade, comment il considère, lui, voilà, son état? Est-ce qu'il se considère comme malade? Est-ce que non? Est-ce que dans leur village, peut-être le fait de faire ça va faire que peut-être, voilà. Non, les médecins ne se posent pas des questions par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils voient le corps et ils travaillent sur le corps avec des outils là qui sont, voilà, qui sont objectifs. Et du coup, si on ne fait pas attention, souvent on peut être, c'est-à-dire que la personne qu'on est censée aider, si on ne fait pas attention, notre aide peut passer carrément à côté, quoi. Parce qu'il y a des gens qui vont fuir. Moi, j'en ai vu beaucoup, par exemple, au niveau du service d'oncologie pédiatrique. D'abord, il y a des difficultés de désigner même, de nommer ces maladies-là dans nos langues locales. On parle de cancer. Bon, peut-être de plus en plus, peut-être à travers les radios, tout ça, les gens commencent à cancer. Déjà, pour les gens qui connaissent, vous imaginez quoi, c'est presque la mort. Pour les parents qui connaissent le sens, pour les intellectuels, quand on dit souvent, le professeur Togo m'a dit, mais il y a des gens qui deviennent carrément hystériques. Il y a des femmes qui crient, qui tombent dans son bureau, il y a des hommes qui tapent jusqu'à taper sa table, quoi. Merde. Voilà, vous imaginez, il y en a voilà, qui restent comme de marbre, mais en fait, après, c'est peut-être qu'il peut faire des crises. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, une femme qui vient du village, vous dites que bon, elle n'a jamais entendu parler de cancer, vous dites que voilà, son enfant a le cancer. Comme on n'a pas de terme très consacré, bon de dos, tout ça, ça ne fait aucun sens. Pour elle, ce qui importe, et les femmes le disent, hein, moi, ce qui importe, c'est que mon enfant guérisse. La maladie, le nom, tout ça, non, est-ce qu'il peut guérir? Et je veux que mon enfant guérisse. Donc, vous voyez un peu, c'est que comment, si vous ne comprenez pas l'attitude de cette personne, si vous ne comprenez pas son contexte, le contexte dans l'environnement dans lequel cette femme vit, ça va être très difficile pour vous de les aider. Et il y a 21% de perte de vue lors des traitements dans ces services. 21% de perte de vue en cancer, vous savez ce que ça veut dire. Soit c'est des gens qui vont développer des formes très graves, ou peut-être des gens qui en sont morts. Ça, c'est très clair. Donc, tout le problème, or, les médecins, il va juste dire, le professeur m'a dit, mais dis-moi, comment je vais dire la néphroblastome ou encore une leucémie ou encore la maladie de Hodgkin. Comment je vais dire ça en Bamana ou en Dogon? Comment il va dire? C'est un peu compliqué techniquement, mais pour quelqu'un qui comprend, vous lui dites, voilà, il peut comprendre. Et puis là, actuellement, tout le monde sait, hein, vous dites, les gens vont aller sur Internet, tac, 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 voilà. Les gens vont lire.
Uh-huh. Vous voyez un peu? Voilà. Ça, c'est. Voilà. Ça ne correspond pas. Hein? Vous voyez un peu? Donc, c'est tous ces problèmes que les médecins ont. C'est vrai, aujourd'hui, peut-être qu'on doit beaucoup travailler, vous devrez beaucoup travailler peut-être avec les linguistes pour voir un peu comment on peut améliorer techniquement nos langues nationales de façon à ce que les gens qui sont soignés puissent comprendre, voilà, et puis vous aider, quoi. Parce que si la personne que vous aidez, vous êtes censé aider, ne comprend pas votre langage, ne parle pas les mêmes langages que vous, ça va être vraiment très compliqué. Donc, mais ils en ont, mais est-ce que tout le monde, c'est ça aussi, quoi, voilà. Ça dépend des milieux. Ok. Voilà, c'est ça, quoi. Ouais. Même si tu vas, par exemple, ils vont créer un peu de combat, tu vas te comprendre. Parce que le truc, c'est quoi? Ouais, il a travaillé avec mon Yannick. Ok. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est surtout ça l'objectif. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que souvent, au-delà de cet aspect technique que vous maîtrisez, dont vous avez un but de compétences, que souvent vous essayez de comprendre l'environnement de la personne que vous avez en face. Celui-là, je veux le parler avec quel langage pour qu'il puisse comprendre. Si vous ne mesurez pas ça, c'est que souvent vous pouvez passer à côté. Voilà. Si vous avez quelqu'un, et d'ailleurs les médecins disent quand ils ont quelqu'un qui est voilà, d'un niveau égal à eux ou encore qui comprend, ils peuvent l'expliquer correctement les choses et puis vous voyez un peu en termes d'observance, c'est plus facile. Mais pour quelqu'un qui ne comprend pas, qui est venu d'ailleurs, même quand il rentre à l'hôpital, déjà, ils ne sont jamais venus dans un hôpital. Donc, la ville, déjà, c'est un problème. Donc, à ces gens, si vous parlez des termes techniques, ça va être très compliqué. Et pour le cancer, c'est d'autant plus compliqué que même certains médecins qui exercent au niveau local, souvent ils ont beaucoup de problèmes pour détecter les cancers et ça peut faire que l'enfant peut rester 6 mois à tourner, à faire des va-et-vient parce qu'on va toujours soigner les leucémies comme les anémies. Là. Les leucémies, il y en a eu beaucoup, surtout les leucémies. Les gens, vous soignez comme polyanémie, on le renforce du sang, l'enfant 2 jours, 3 jours encore, l'enfant tombe. Or, le prof a dit, mais une anémie qui ne se corrige pas, il faut rapidement faire attention. Donc, malheureusement, il n'y a pas aussi de personnel qui va former ces gens-là qui sont au niveau de la base pour les donner ces réflexes-là qu'à propos 2 ou 3 fois anémie qu'on ne se corrige pas, parce qu'il faut les référer, qu'on essaie de voir un peu. Voilà. Okay. Oui. Ouais, il faut travailler. Ouais, tout à fait. C'est très compliqué. Donc, voilà.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dur. Ouais. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Hein? Tout à fait, c'est ça. Ouais. Ouais. Il y a un peu ça, mais je pense que aussi, peut-être que ce n'est pas actuellement de plus en plus anthropologues, géographes, commencent à travailler de façon pluridisciplinaire, mais le monde médical est un monde carrément médicalisé, quoi. C'est-à-dire que jusque-là, voilà, c'est entre médecins, quoi. Mais je pense que peut-être aujourd'hui, il faut travailler dans une équipe où on peut trouver beaucoup de spécialités, quoi. Voilà, c'est un peu fermé, je crois, quoi. C'est un peu ça. Ce qui fait que souvent, c'est pas parce que pour le médecin, la personne vient, bon, j'arrive à poser, une fois que le diagnostic est posé, on prescrit ce qu'il faut et puis la personne s'est établie. Or, souvent, pour avoir ce que vous voulez, il faut passer par pas mal de choses. Voilà. Et ça, le médecin, souvent, ils ne sont pas formés à ça. J'en ai vu des enfants qui sont restés à peu près 20 jours dans le coma. Quand ils ont commencé à parler, il n'y avait personne qui pouvait les aider. Par exemple, voilà. Vous imaginez quelqu'un qui est resté 20 ans 20 jours dans le coma, qui se lève d'une méningite, quoi. Vous imaginez des trucs de langage. Peut-être qu'il faut un spécialiste dans des trucs d'orthophonie ou bien je ne sais pas quoi. Voilà, qui peut être à l'hôpital, qui peut aider les gens qui ont perdu ce type de langage, pour les amener à parler et tout ça. Il n'y avait aucun spécialiste. Tout le monde, chacun faisait comme il pouvait. Pour faire parler la personne. Oh, ouais, chacun essayait. Ouais, un peu, quoi. C'est le tâtonnement, quoi. C'est pas très facile. Ouais, c'est pas évident, ouais. Oui, mais l'État, mais je pense que c'est pas très facile les médecins travailler. Bon, enfin, vous les connaissez, travailler avec les médecins, c'est pas très facile. C'est pas très facile parce que moi, je travaille avec eux toujours, mais c'est pas très facile. Comme j'ai des amis médecins, souvent je suis ami à certains professeurs, donc je me sers toujours des relations pour pouvoir atteindre certaines choses. Sinon, c'est pas très facile. J'ai eu énormément de problèmes. J'ai pas été chassé quand je faisais mes enquêtes. Il a fallu, voilà, du coup, les gens interviennent, tout ça. C'est pas très, très facile. Voilà. Mais si vous aurez la chance peut-être de collaborer avec d'autres spécialistes, vous, c'est beaucoup plus ouvert parce que vous connaissez. Mais ceux qui sont carrément à l'hôpital, qui ne font que le médical, là, ah non, ils pensent que, voilà, c'est la médecine, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Oui. Ça c'est sûr. Lui, son rapport, par exemple, les médecins de campagne, des gens qui ont exercé une campagne quand ils viennent en ville, je l'ai vu, j'ai demandé à certains médecins, mais comment vous. Ils disent non, mais attends, moi j'ai d'abord été médecin de campagne. Par exemple, lui, s'il a des malades, il n'y a pas d'heure, il peut attendre, tout ça. Mais pour des gens qui travaillent toujours à Bonjour, à l'air, c'est l'air, bon, voilà, il dit qu'on a non, il va le et ils vont, quoi, parce qu'il ne peut pas imaginer que, or, de l'autre côté, là, il n'y a pas d'heure tous les jours, voilà, lui, il est habitué. Donc, quand vous observez les gens même la variance, la façon de pratiquer la médecine entre les gens, d'abord, il y a leur histoire personnelle qui reflète beaucoup. C'est-à-dire, quand tu vois un peu, est-ce que c'est par vocation, qu'est-ce qui a amené les gens à faire la médecine, ou même leur histoire d'enfance. C'est-à-dire, comment ils ont vécu pour venir en médecine, est-ce que c'est des gens qui voulaient être entre guillemets, des grandes personnalités, parce que le docteur, vous imaginez, voilà, c'est quand même très important.
Ou il y a des gens qui ont fait médecine parce qu'ils voulaient soulager des malades, parce qu'ils en ont eu des gens qui souffraient. Donc là, en termes de pratique, vous allez vous rendre compte que c'est très différent. Voilà. Donc, je pense qu'il y a tous ces travaux, quand nous le faisons, ça peut aider la pratique médicale. Quoi. Voilà. Ça peut interroger, par exemple, dans le numerus clausus, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui doit faire une médecine. Normalement, il doit y avoir une personne. Tu dois te connaître pour voir est-ce que moi je peux faire ces trucs-là. Il y en a qui sont techniquement bien, mais sur le plan relationnel, ils sont nuls. Quoi. Or, un médecin, s'il n'est pas empathique, c'est un peu compliqué. OK. 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 Voilà. C'est ça. OK. Ouais. OK, donc il est préscolaire, je pense qu'il ne reste pas beaucoup aussi, un 5 diapos. Donc voilà, c'est un peu ça. La médecine, elle est construite sur carrément sur tout objectivé, mais peut-être qu'aujourd'hui, il faut prendre en considération un peu l'environnement et les contextes dans lesquels consulter les gens, comme tu viens de donner l'exemple. Bon, en anglais, le mot disease, ça dit que ça, c'est la maladie du point de vue du médecin. Voilà. Dans la terminologie anglo-saxonne, disease correspond à l'identification ou à la mise en correspondance par les spécialistes d'anormalités dans la structure ou le fonctionnement d'organes et des systèmes physiologiques. Le médecin, avec tous les outils qu'il pose et les diagnostics qu'il pose, c'est ça le disease. Donc, tout ce que le diagnostic dit là, c'est ça le disease. Quand il dit qu'il a tiré le palus, c'est qu'il a fait les filières ou il a fait le peste. Voilà. S'il dit que c'est un neuroblastome, c'est quelque qui a montré qu'il y a un rein qui est, voilà. Si c'est une décennie, voilà, comment on arrive à, voilà. Donc, c'est ça les disease. Donc, tout ce qu'on a eu à identifier, à déterminer à partir des outils scientifiques appelés disease. Maintenant, les illness, ça c'est la maladie du point de vue du malade. C'est-à-dire que souvent, vous avez des gens qui viennent sur vous, ils vont dire que voilà, moi je suis malade, j'ai ça, ils vont vous dire directement que ouais, moi j'ai ça. Mais vous regardez, vous trouvez que peut-être la personne, de ce point de vue, n'a peut-être pratiquement rien. Voilà. Donc, les illness, c'est vraiment la maladie du point de vue du malade. Voilà. Un événement concret affectant la vie. Donc, pour pouvoir comprendre les illness, ça, il faut vraiment que vous référez un peu à son milieu de vie, à sa trajectoire de vie ou encore à son environnement. Imaginez une femme qui vient d'avoir une peau rouge et qui fait des trucs somatiques tellement qu'elle prend de certaines sensibilités, elle va venir vous voir je suis malade, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais souvent, vous regardez, souvent la personne n'a rien. Je vous donne par exemple, moi je me rappelle, un ami m'avait dit, une fois il était de garde, il avait une femme qui était venue, elle avait de la diarrhée. Et puis, vraiment à des fréquences très intenses, quoi. Il a consulté, bon, enfin, elle n'avait pas d'autres dysfonctionnements. Donc, il a donné quelques comprimés pour calmer. Elle est rentrée à 4 heures, elle est revenue, c'était la même chose. C'est comme si, parce qu'on causait ensemble. À l'époque, moi, j'étais encore à la je faisais sociologie. Il m'a dit, mais tu sais, c'est comme un déclic. J'ai demandé, mais dis-moi, comment ça va avec ton mari? Et là, elle a commencé à pleurer. Ah, il a dit, là, ton mari, il dit, bon, mais si jamais tu ne t'occupes pas de ta femme, elle a train de va mourir. Il a dit non, à la table, c'est-à-dire je viens de me marier à une deuxième femme, elle est en train de faire des scènes de tout. Il dit, mais il faut prendre ça au sérieux parce que depuis toute la nuit, elle est en train de faire la diarrhée et si jamais tu ne t'occupes pas, elle va mourir. Ouais. Oui.
Ouais, donc, et là, c'est là qu'il est allé voir sa femme, il a consolé, il a développé, et puis voilà, tout est rentré dans l'ordre. Donc, souvent, pour comprendre certaines choses, il faut vraiment que vous voyez l'environnement, les contextes quoi, de trucs. Comme ça, vous pouvez peut-être mieux aider ces personnes. Quoi. Souvent, ce n'est pas des trucs de dysfonctionnement, mais c'est lié peut-être au contexte. Voilà, il y a des trucs comme ça. Ça, je n'ai jamais oublié. Oui, un peu quoi. Donc, c'est ça quoi. Donc, et vous, il fallait que vous compreniez pour dire que voilà. Voilà, c'est ça. Professeur, comment on appelle cette diarrhée alors? Hein? Il faut que les femmes nous expliquent cette diarrhée-là, c'est quoi? Ah, les femmes, docteur Renaud vous demande. On va rapidement finir. Il est presque l'heure, on va prier. Donc, ça, on était dans les illnesses. Donc, les illnesses, vraiment, il faut souvent tenir compte de l'environnement du malade et puis encore sa culture. Souvent, ça peut vous permettre de localiser rapidement, d'aider la personne efficacement. Maintenant, les sickness correspondent, comme on l'a dit, la maladie du point de vue de la société. Voilà. Et là, ça correspond un peu au cas de Butou. C'est-à-dire que dans toute société, quand vous êtes malade, c'est-à-dire que vous rentrez dans un circuit, quoi. C'est-à-dire que soit à l'état normal, vous aviez une fonction, un rôle à jouer, mais quand vous êtes malade, très généralement, la société fait que des explications. Une femme qui devrait préparer quand elle est malade, on laisse tomber quelqu'un qui est un fonctionnaire quand il est malade avec l'attestation du médecin, que celui-là il est malade, on peut dispenser de 5 jours, de 8 jours, c'est normal. Voilà. Et dans certaines sociétés, pour des femmes qui sont en règle, on va carrément les enlever de la société pour qu'elles partent dans des couvents et tout ça. Donc, c'est la société qui essaie de normer un peu quels sont les rôles des gens qui sont normaux et aussi de ceux qui sont malades. C'est très important. Voilà. Donc, toujours dans le cas du sickness, le rôle a des implications très diverses selon les cultures et selon les contextes. Donc, souvent, il y a des trucs d'activation des solidarités. Dans la société moderne, vous savez, nous avons les assurances, on a actuellement Amour, on a les mutuelles, et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout ça, c'est des trucs qui sont mis pour pouvoir permettre aux gens d'accéder aux trucs. Il y a aussi l'hôpital. Quand vous êtes malade, on vous amène à l'hôpital, non seulement pour que le médecin, à chaque fois, puisse voir l'évolution de votre état de santé, mais aussi pour pouvoir un peu reposer, parce qu'en l'environnement social, à la maison, ça ne correspond pas souvent bien à un lieu pour caler les malades. Donc, et tout ça, ça rentre dans le cadre de sickness. OK, voilà ce que je voulais vous dire sur la maladie du médecin et la maladie du malade. Vraiment, c'est cool de montrer un peu l'objet du tout de l'anthropologie de la santé. C'est-à-dire que c'est les illness, les sickness et les diseases. L'anthropologie médicale s'occupe de ces trois. C'est vraiment essentiellement ça. Voilà. La maladie selon le médecin, la maladie selon le malade et la maladie selon la société. Voilà, c'est les trois là. Voilà. Alors, Hervé, on a fini. Hein? On va prier. Voilà. Ah, elles vont répondre, c'est tout. La question est suspendue. Et ce qu'on fait, c'est que pour ceux qui ont des questions, vous pouvez noter les questions et on va essayer de répondre à la séance prochaine. C'est bon? OK. Voilà, là, on est un peu en retard pour la prière. Donc, vous notez les questions et à la séance prochaine, on va commencer par répondre aux questions avant de commencer le mouvement. Allez, bonne soirée à tous. Merci, professeur. OK, merci. À la prochaine. Merci. Merci.
Yara, tu vas répondre à ma question. Je cherche une deuxième pour mon fils.